Alors, on va parler micro-aventure, on va parler mobilité, et en fait, on va parler de pas mal de choses dans cet atelier. Déjà, merci d'être présent parce qu'à cette heure-ci, je sais qu'il y a souvent beaucoup de gens qui repartent. Donc là, vous êtes très nombreux, c'est très cool. Pour cet atelier, eh ben, j'ai avec moi deux personnes super que je vous présente. J'ai Diane de chez Komoot et Sophie de Terra Aventura. Donc l'idée, c'est pourquoi cet atelier? On est parti, quand on a organisé les rencontres, on est parti du sujet des mobilités, puisqu'en fait c'est un sujet qui est récurrent depuis plusieurs années à Pau. Et on s'est dit comment on peut l'aborder d'une façon un petit peu différente, peut-être en parlant des micro-aventures, peut-être en parlant de la proximité, puisque c'est un sujet qu'on retrouve, c'est une problématique. Alors est-ce que c'est vraiment une problématique? Mais c'est un sujet à traiter qu'on trouve chez beaucoup de destinations, comment essayer de capter davantage les marchés de proximité, les habitants et des touristes aussi. Donc voilà, c'était le postulat de départ, donc d'où l'intitulé de Et si l'aventure commençait à deux pas de chez vous. Donc déjà, on va remettre les pieds dans le plat. La mobilité douce, c'est sûrement pas ça, mais ça, je pense que vous le savez. Mais c'est plutôt ça. C'est comment on arrive à se déplacer, comment on vient sur une destination et comment on se déplace au sein de la destination, que ce soit à vélo, que ce soit pour venir en train, que ce soit en car, que ce soit en bus, que ce soit en transport en commun, mais que ce soit aussi à pied. Il ne faut pas l'oublier. La marche, c'est quand même le premier mode de déplacement et on parle beaucoup vélo, on parle beaucoup transport, mais il y a aussi la marche. Voilà, bon, c'est juste un petit rappel, je pense que vous savez très bien ce qu'est la mobilité douce. Et ça, c'est la micro-aventure. Alors avant de vous en parler un peu plus, comment vous définiriez la micro-aventure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer, qui a une définition, comment vous voyez la micro-aventure? Est-ce que il y a une notion de temps, tout à fait. Ouais, exactement. Il y a ça, d'espace, de lieu, ouais, exactement. Proximité, le côté expérience, aventure, bah c'est ça. En fait, pour définir la micro-aventure, souvent on retient 5 points. Il y a, donc je les ai listés ici, de quelques heures à un week-end. On est vraiment sur un format court, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, un week-end. On ne dépasse pas beaucoup. Il y a à côté, c'est quand même il y a ce côté micro qu'il ne faut pas oublier. Facile à réaliser. On parle de randonnée pédestre, de randonnée à pied. Côté aventure, normalement, ça ne doit pas représenter un grand investissement, un grand budget. Donc il y a ce côté facile. Comme je vous disais, pas un grand budget, peu coûteuse. Comme on va pas très loin normalement, l'idée c'est de capter les marchés de proximité, ça ne doit pas représenter un coût énorme. Proche de chez soi, c'est un peu l'idée, et respectueuse de l'environnement, d'où mon propos introductif sur les mobilités douces. Je vais juste... Est-ce que je peux vous demander de fermer la porte juste après, s'il vous plaît? Merci. Voilà, comment on définit la micro-aventure. Ce qu'on a fait, parce qu'on en parle beaucoup en France, mais on s'est quand même posé la question de savoir si c'était un concept qu'on pouvait observer aussi à l'étranger. Et en fait, il faut savoir que c'est un aventurier britannique qui a employé ce terme et qui l'a popularisé à partir des années 2010. Et on le retrouve au Royaume-Uni, en Irlande, dans les Pays-Bas, donc dans pas mal de pays européens. Aussi en Allemagne. Je n'ai pas fait allemand LV1, LV2, donc je ne me tenterai pas de prononcer. Vous avez tout sur le PowerPoint. En Espagne et en Italie, on n'a pas de terme équivalent, mais on retrouve des termes qui traduisent la même chose. Donc l'idée, c'était vraiment de voir si c'était quelque chose propre au marché français ou pas. Mais ce n'est pas le cas, on le trouve dans d'autres territoires. Et pourquoi on parle de ça? Je vous en parlais au début. Parce qu'en fait, on voulait parler des mobilités, mais les thématiques de cette année, il y a le côté communauté, récit, commun, mais il y a aussi le côté attention qu'on peut faire ressortir, il y a la proximité, il y a les rencontres. On sait que les touristes et les habitants ont aussi de plus en plus envie de se retrouver, de se reconnecter à la nature, et c'est un point important parce que ce soit chez Komoot ou que ce soit à Terra Aventura, il y a le côté communauté qui ressort beaucoup.
Voilà, des petits termes qui nous ont fait penser aux micro-aventures, mais on pourrait en rajouter plein. Et donc, pour parler de ce sujet-là, je vais d'abord laisser la parole à Diane qui va nous présenter un petit peu Komoot et voir comment ça peut se déployer sur les destinations. Je te laisse le micro. Et peut-être Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis Komoot. Enfin, je représente Komoot. Komoot, je ne sais pas si vous connaissez. Peut-être que la plupart, voilà, si j'ai bien fait de mon boulot, normalement, vous devriez connaître en 2025. Mais bon, au cas où, je vous invite à soit télécharger l'app, soit voilà, regarder un peu les présentations et si ça vous inspire, voilà, l'utiliser éventuellement. Komoot, c'est une app de planification, de navigation et de partage d'activités de pleine nature, vélo, rando, course à pied. Donc effectivement, on parlait de communauté. Effectivement, nous, notre principal, le chiffre dont on est le plus fier, c'est nos utilisateurs qui sont voilà, très nombreux sur l'application, 50 millions, donc 5 millions en France, et qui vont vraiment utiliser Komoot pour de l'information, pour de l'inspiration, mais aussi pour aller alimenter la communauté, c'est-à-dire donner leurs recommandations, partager leur histoire. Et donc, il y a un aspect assez réseau social dans Komoot, où finalement, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent en partant à l'aventure, c'est aussi de savoir ce que des personnes qui sont un peu comme eux ou qui aiment vont faire. Et donc, du coup, ça permet d'alimenter le contenu qui soit recommandé et qui puisse inspirer les autres. Donc j'ai dit vélo, rando, course à pied. Vélo, on a scindé la pratique en VTT, vélo de course, gravel aussi, pour vraiment donner le contenu qui soit au maximum aligné avec ce que les utilisateurs souhaitent. Puis après, ça a trait à voilà, le type de surface, de sentier, etc. Donc c'était important de scinder la pratique. Et en fait, l'application, elle est disponible partout dans le monde. On est principalement présent en Europe de l'Ouest, mais en fait, les utilisateurs, ils s'emparent de Komoot pour aussi aller explorer autour de chez eux, ou alors quand ils sont à une destination, aller trouver de l'inspiration autour de ce point de chute. Et c'est principalement aussi comme ça qu'on explique l'usage de Komoot. Donc, voilà, c'est vraiment... en fait, on est quelque part où on est chez soi, on se dit, OK, où est-ce que je peux aller? J'utilise l'app dont j'ai l'habitude et que j'aime bien utiliser, et donc je vais aller chercher des itinéraires autour de moi, à partir de transports en commun. Là, on a mis un filtre, je vous expliquerai après, qui est assez les utilisateurs aiment plutôt bien ce filtre pour justement avoir des parcours, des expériences bas carbone et pas aller se dire je prends ma voiture et je vais à l'autre bout du territoire. On a des formats un peu de contenu éditorialisé où on va pas mettre que des itinéraires bruts. On va essayer de raconter une histoire autour des itinéraires, autour d'un angle éditorial précis. Voilà, on a des fonctionnalités qui favorisent l'échange et l'inspiration. Les utilisateurs, ils commentent, ils peuvent mettre des photos, ils peuvent liker, ils peuvent mettre des commentaires pas très sympas aussi, hein, ça arrive. Mais voilà, en général, ils sont plutôt bienveillants, mais ça arrive que, oui, notamment quand on promeut des parcours où il faut prendre le train avec son vélo, parfois on nous dit qu'il n'y a pas assez de place pour mettre son vélo dans les trains, par exemple, ça arrive souvent. Mais voilà, en général, c'est plutôt bienveillant. Et donc, je voulais vous faire une petite démo. Est-ce que ça va... Faut que j'appuie sur un bouton particulier. Je rappuie? Yes. Donc, je voulais voir par rapport à Pau. Donc voilà, c'est... non, je vais peut-être expliquer avant. Hop là. Alors, pardon. Hop. Je vais peut-être expliquer d'abord la démo. En fait, l'idée, c'était de vous faire comprendre comment l'utilisateur utilise Komoot et comment on peut trouver des activités autour de chez soi. Donc là, je vais faire une démo autour de Pau, des parcours vélo qui seraient intéressants. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Oups, on y retourne. Non. Ok, c'est bon. Donc Pau. Je recherche des itinéraires vélo. Donc voilà, j'ai une proposition par type de sport sur un périmètre défini. Donc là, j'ai mis 20 km autour de Pau. Et là, je vais avoir plein de propositions qui sont faites. Je peux aussi rajouter des filtres en fonction de la distance, de la difficulté, de où on part. Voilà. Parking, gare, arrêt de bus, l'élévation, etc. Donc là, je vais filtrer uniquement d'un départ de gare. Et donc voilà, là, il y a 247
finalement activités qui sont proposées. Donc là, je vais un peu regarder celles qui m'inspirent le plus. Donc j'ai des photos, j'ai des informations un peu techniques, donc combien de kilomètres on parle, si ça a été recommandé par nos utilisateurs. Je zoome, voilà, je regarde un peu les points d'intérêt et je vais finir par en choisir une dans une petite seconde. Voilà. Et donc là, je tombe sur la fiche de cet itinéraire. Donc il y a la photo de la communauté, donc des utilisateurs, des informations techniques, la durée, la longueur, l'élévation, la cartographie, etc., etc. Donc ça me permet d'avoir pas mal d'informations. Le type de chemin, le type de surface. Une fonctionnalité premium, c'est la météo, donc en fonction de l'ensoleillement, etc. Et les points de passage. Bon, voilà, c'est un peu la fiche qui va me permettre voilà, d'avoir un peu plus d'informations. Et ensuite, ça ouvre dans un planificateur d'itinéraire. Et je vais avoir vraiment la vue voilà, kilomètre par kilomètre. Si j'ai envie de retravailler l'itinéraire, je peux aussi. Si j'ai envie d'utiliser des points de passage précis ou des points d'intérêt qui ont été mis sur la carte, je peux retravailler mon itinéraire. Voilà, donc c'est un peu comme ça que les utilisateurs utilisent Komoot pour aller chercher voilà, des aventures autour de chez eux. Voilà, on le sauvegarde et hop, ça y est, c'est dans notre téléphone. Et on va pouvoir après refaire l'activité, naviguer pas à pas. Et on a des connexions avec Apple Watch, Garmin, etc. Donc c'est plutôt facile d'utilisation. Voilà, j'ai mis une simulation. Bon, j'étais la semaine dernière à Marseille, donc c'est pas, la simulation de navigation, elle va pas trop être pertinente, mais voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Maintenant que voilà, vous avez compris comment les utilisateurs utilisent Komoot, bon, à plus tard pour la démo. Je vais vous expliquer comment les territoires et les destinations peuvent s'emparer de Komoot pour aller justement valoriser des micro-aventures et des itinéraires auprès de notre communauté. Donc, je vais vous donner quelques exemples. On a choisi d'utiliser, on travaille avec beaucoup de CRT, ADT ou OGD d'une manière générale, mais là, on s'est dit, on va prendre un exemple voilà, en Île-de-France, enfin, pour aller chercher des franciliens qui vont voilà, aller parcourir des sentiers dans l'Oise, dans l'Eure et à Paris. Donc voilà, l'objectif pour ces 3 destinations, c'était d'aller chercher les Parisiens ou Petite Couronne ou Grande Couronne pour les emmener sur ces territoires et pas qu'ils aillent nécessairement dans le Vercors ou alors dans les Pyrénées pour aller trouver des aventures autour de chez eux. Et donc là, l'utilisateur, ce qu'il fait, c'est qu'il est à côté de Paris. Donc là, il va avoir la carto et il va utiliser la cartographie pour trouver l'inspiration. Donc on a travaillé avec l'Eure. On a travaillé sur des itinérances à vélo en Normandie, pas mal de gare en gare d'ailleurs, ou autour des gares. Donc là, ça lui permettait d'avoir déjà, voilà, par exemple, dans la roue de Monet, voilà, un itinéraire à faire qui est assez sympa dans l'Eure. Le lac des Cycles, pardon. Donc des jeux de mots sympas dans l'Eure. On a travaillé sur la micro-aventure dans l'Oise aussi, mais plutôt en gravel cette fois-ci, donc avec moins une thématique plus culture, un peu famille, mais plutôt, voilà, c'était assez chevronné. Ça a été fait par Claude Droussan, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est un rédacteur plutôt très passionné et très intéressant. Et donc voilà, il vient de l'Oise, donc il a fait ses parcours en collaboration avec l'Oise et nous. Et Paris, ça c'était un contenu qui était hyper intéressant. En fait, il fallait se dire, ok, à Paris, on connaît bien les pistes cyclables de Paris, mais pour les JO, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, donc on va les valoriser après les JO. Et l'idée, c'était de découvrir Paris sous un autre angle et pas aller tout le temps à la Tour Eiffel, etc. Mais d'aller visiter Paris, en fait, le Paris cosmopolite, en gros, le Paris qui permet de voyager sans vraiment voyager. Donc là, c'était voilà, sur chaque parcours a une thématique autour d'un continent, donc l'Asie de l'Est. Donc là, il y a un parcours à faire effectivement du centre de Paris et au 13e. On avait aussi le Moyen-Orient en passant par l'Institut du monde arabe, etc. Et donc, on a fait pas mal de parcours autour de découvrir en fait Paris sous un autre angle, et ça a vachement plu. Donc voilà, je vous ai mis les QR codes si vous avez envie d'aller voir les contenus particuliers qu'on a mis sur des destinations. Mais voilà, l'idée c'est que chaque destination puisse s'emparer de l'application pour aller valoriser les itinéraires qu'elle souhaite, les itinéraires de proximité.
et sous un angle un peu sympa, un peu éditorial intéressant pour nos utilisateurs, pour qu'ils n'aient pas envie, encore une fois, d'aller forcément à l'autre bout du monde en avion, pour voilà, avoir une aventure super et pouvoir profiter de la nature, ou de l'urbain d'ailleurs, dans le cas de Paris. Voilà. Hop, je te laisse. Juste avant qu'on passe à... Merci Diane. Avant qu'on passe à Sophie de Terra Ventura, comment les destinations, elles peuvent valoriser ça sur leur site? En fait, est-ce qu'elles le mettent en avant sur leur réseau, sur leur site? Enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est mis en avant? Dans notre travail par rapport à Komoot, tu veux dire comment notamment les contenus. Alors oui, effectivement, nous on a un widget qui est disponible à tout à chacun sur l'application. Et donc en fait, tu peux mettre effectivement sur ton site de destination la cartographie Komoot en 2-3 clics, donc c'est assez pratique. Et parfois, voilà, on a des partenaires qui effectivement qui font la promotion de leur collaboration avec Komoot dans les newsletters, sur leurs réseaux sociaux. Souvent, en office de tourisme aussi, on a vu pas mal. Ils mettent des QR codes parce qu'en fait, ils ont aussi des personnes qui viennent, des visiteurs qui viennent dans les offices et qui connaissent Komoot. Donc, c'est le réflexe numéro 1 pour eux d'aller voir sur Komoot. Donc, ça permet de faire un relais assez intéressant. Et voilà, c'est principalement les utilisations qu'on peut faire en dehors de Komoot du contenu qu'on a créé pour eux. Ouais. Ok, super, merci. De toute façon, on aura un temps de questions à la fin. Je vous propose qu'on déroule. Merci Diane. Sophie, merci. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Ça va? Vous êtes en forme? Ouais? Non, je dis ça parce que c'est pas facile quand même. De quoi est-ce que je dirais non, tu vois, il est 15h là, hein, quelque chose comme ça, 15h, ouais, c'est ça. Donc Terra Ventura, est-ce que quelqu'un connaît Terra Ventura dans la salle? Ça va, il y a un peu de monde. Ok. Si, un peu quand même, ouais, pas nombre. mal. Merci de connaître Terra Ventura. Donc Terra Ventura est porté, je le précise, on parle tout le temps de Terra Ventura, mais derrière il y a plein de gens. Et c'est porté principalement par le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, mais qui ne pourrait pas faire tout ça sans les ADT et sans les offices de tourisme, sachant qu'il y a quasiment tous les offices de tourisme de la Nouvelle-Aquitaine qui participent, pour ceux qui ne sont pas néo-aquitains. Et donc c'est une belle aventure qu'on mène depuis maintenant presque 15 ans. Alors Terra Ventura, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de chasse au trésor. Donc il y en a à peu près 650 à 700 en Nouvelle-Aquitaine. Alors si je ne suis pas très précise, c'est parce qu'en fait il y a des parcours bonus. Donc vous envoyez vous 650, mais nous on envoie un peu plus derrière. Et le principe, c'est donc derrière chaque personnage que vous voyez ici, qui s'appelle des Poys, vous trouverez une chasse au trésor sur une thématique dédiée, 35 thématiques, et vous allez aller visiter un lieu en chassant des énigmes et en répondant à ces énigmes pour à la fin trouver ce trésor. Donc je ne sais pas s'il y a un truc pour... là, qui est une boîte avec le fameux Poys à collectionner. Donc la collection des badges, c'est vraiment incroyable pour Terra Ventura. Si vous croisez un Terra Aventurier, vous le repérerez. Il aura plein de badges sur son sac à dos. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Ouais, c'est un critère, ouais. Donc voilà le principe de la chasse au trésor de Terra Ventura. Donc sachant qu'on a des parcours pédestres, des parcours vélos et des parcours pédestres de nuit, puisque ça c'est la petite touche qui va bien. Et pour aujourd'hui, on va aussi un petit peu plus parler des micro-aventures. Mais pour ça, il faut rappeler un peu le concept de Terra Ventura. Donc d'abord, ce qui est important, c'est une balade identitaire au cœur du patrimoine. On va tout le temps appuyer là-dessus. Ce qui fait notre valeur aujourd'hui, c'est... Alors je vais vous le dire comme ça, mais 30% des parcours aujourd'hui ne sont pas retenus. On essaye d'avoir une qualité optimum pour pouvoir avoir une expérience de jeu qui soit la meilleure possible pour l'ensemble des Terra Aventuriers. Donc ça, on y tient. Un storytelling qui est important avec une histoire qu'on va raconter autour des Poys. On va avoir cette communauté, on va y venir petit à petit, qui va s'attacher en fait à ces personnages. Et ça, c'est important puisque c'est ça en fait qui va aussi... nous stimuler cette communauté et elle va s'identifier à ces personnages-là. Et évidemment, pour que tout ça fonctionne, on a une bonne gamification qui va venir englober le tout et permettre aux joueurs de pouvoir encore plus jouer et devenir, allez, on peut le dire un peu, addict à Terra Ventura.
on a une grosse fidélisation puisqu'aujourd'hui, on est à peu près autour de 6 à 7 parcours par an par équipe. Donc c'est beaucoup, hein, c'est un engagement assez fort qui fait que cette communauté, elle est puissante. Donc je vous ai mis quelques chiffres donc, qui datent plutôt de 2024, mais aujourd'hui, c'est 650 parcours, 98% de taux de satisfaction sur la dernière étude. À l'époque, on avait 4 nouvelles micro-aventures, je n'ai pas mis à jour, mais aujourd'hui, on est à 7 depuis mercredi. Et 300 000 apps actives à peu près sur Terra Aventura par mois. Donc ça, c'est important. Et donc, ce qui est intéressant quand on parle de partir à côté de chez soi, c'est que nous, Terra Aventura, 74, on dit, à 75%, les 3/4 de nos joueurs, en fait, ils sont néo-aquitains. Donc, on est plutôt sur un réseau néo-aquitain. C'est notre marque de fabrique. Vous travaillez tous dans le tourisme et on ne va pas aller chercher forcément des joueurs à l'extérieur. En tous les cas, on n'a pas une démarche de promotion pour aller chercher des joueurs à l'extérieur. L'idée pour nous, c'est vraiment qu'ils vivent le territoire et qu'ils soient ambassadeurs de leur territoire. Pour rappel, la Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près grand comme l'Autriche. Donc, c'est un pays. Et donc, on peut être à la plage, on peut aller à la campagne, on peut aller sur des îles, on peut aller à la montagne. Enfin, c'est hyper varié. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un territoire géant. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a 135 000 équipes actives. Ça représente à peu près 500 000 joueurs aujourd'hui uniques sur la destination Nouvelle-Aquitaine. Comme ils jouent beaucoup, on est à peu près à 3 millions de jeux faits par an. Donc un vrai enjeu aujourd'hui de mobilité et d'itinérance. Ce qu'ils adorent, et ça il faut le dire, 88% adorent le patrimoine. Ils sont là pour ça. Ce qu'ils veulent découvrir, c'est du patrimoine, de l'insolite, des coups de cœur. C'est vraiment ce qui va faire leur plaisir en fait de se balader. Il n'y a pas que le badge, la gamification ça fait partie du jeu, mais les visites et le patrimoine c'est ce qu'ils cherchent. Donc nous quand on va sélectionner des parcours, on va aller chercher la pépite patrimoniale qu'on va trouver sur site. Alors on a développé depuis 1 an et demi, alors je vais les citer parce qu'ils sont venus exprès à l'atelier Proxinuit, qui est la boîte avec qui on travaille depuis 15 ans, que je remercie. On a développé donc des week-ends Terra Aventura. On a vu en fait, pourquoi on a développé ça, c'est parce que la communauté, de plus en plus, il y avait un bruit où ils disaient, nous, on va faire des vacances Terra Aventura, mais en fait, est-ce que vous avez un conseil à nous donner ? Et à force d'avoir cette question, alors ça n'a pas duré très longtemps, hein, je ne vous cache pas qu'au bout d'une dizaine, vingtaine, trentaine de fois, on s'est dit non, mais il faut qu'on imagine quelque chose. Et comme notre boulot dans le tourisme, c'est de générer de la nuitée sur nos territoires, hein, notre métier, c'est ça. Du coup, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas un truc à faire pour leur proposer un week-end Terra Aventura où tu viens t'éclater sur un territoire réduit, autour de 30 km, pas plus. On ne va pas faire que de la voiture tout le temps. Et on va participer à la découverte de ce territoire-là. Donc, on a commencé à plancher sur ce projet-là. Donc, pour le coup, on est allé assez loin. Hein. On a un univers graphique dédié au territoire. Donc, on va travailler avec le territoire. On va mettre en valeur ces pépites sur de la créa graphique faite par Pierre Rollo. Sur un badge et sur des objets virtuels qu'on va aller collecter, mais je vais vous expliquer après. Et on va être vraiment sur une quête globale, une mise en réseau de parcours qui existe déjà, mais on va amener à ce produit-là une nouvelle gamification. Et toujours sur un territoire de proximité, évidemment. Et alors, après, le paradoxe, c'est qu'on va avoir des joueurs d'un peu plus loin. Donc, en général, il y a à peu près 80% des joueurs qui jouent à Terra Aventura et qui ne sont pas du département sur les micro-aventures. Donc, on va attirer des joueurs d'un peu plus loin. Mais c'est aussi mais un peu plus loin qui reste en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est quand même sur la proximité. Et puis, une aventure plutôt slow tourisme, puisqu'on va proposer essentiellement des balades pédestres tout au long du week-end. Donc, en général, ça fait ils ont à peu près une vingtaine de kilomètres à pied à faire sur un parcours micro-aventure. Donc, c'est pas mal, hein, ça fait 10 km par jour, un peu plus.
Donc comment ça se présente? Donc j'ai pris un exemple, la quête épique de Zéroï qui se trouve à Hautefort. Il y a des gens de... Ah donc, qui est piloté par l'Office de tourisme Vézères-Périgord, l'Office de tourisme Naturellement Périgord et Brive Tourisme. Et je le soulignais parce que là, c'est une collaboration entre 3 offices de tourisme. Et c'est beau aussi dans le cadre de notre travail global. Donc là, par exemple, donc sur l'appli, ça se présente comme ça. On ouvre le parcours micro-aventure et là, on va avoir toutes les quêtes, tous les objectifs à remplir. Donc, on a 4 parcours Terra Aventura qui existent déjà, qu'on doit faire, donc sur l'ensemble du territoire. Ensuite, on a 3 objets à collecter. Donc, c'est des objets virtuels qu'on va aller collecter sur des petites communes où on ne pourrait pas faire un parcours Terra Aventura parce que toutes les communes ne sont pas égales, hein. Donc, des fois, il y a du patrimoine qui est un petit peu plus confidentiel. Donc, on va les associer au projet. Et on aura donc une quête virtuelle, donc une quête virtuelle qui se passe sur les sites internet des offices de tourisme pour aussi stimuler le joueur s'il a envie d'aller faire des activités. Et c'est vraiment l'idée, hein, c'est que quand le joueur il arrive sur place, il va consommer en fait le territoire à la fois dans le patrimoine, mais aussi sur l'activité économique locale, qui peut être aussi des sites de loisirs. On verra dans les stats après. Et à la fin, quand on a récupéré, alors là, il y a 8 objectifs, on a un parcours bonus qui va se développer, enfin qui va apparaître sur l'appli. Donc c'est un peu le Graal, hein. On y va pour ça en fait. Et en plus, dans la cache, on aura un gros badge de 45 mm qu'on va pouvoir collectionner. Et là, on a investi quand même 2 jours de sa vie pour faire du Terra Aventura. Donc on pouvait lui donner un beau badge un peu massif. Et on voit que ça plaît parce que l'expérience joueur aujourd'hui, les retours sont dithyrambiques de la part on verra sur les chiffres tout à l'heure, parce qu'en fait, on leur propose une vraie expérience joueur sur un territoire donné, avec l'idée de découvrir ce patrimoine, d'être à chaque fois surpris en fait de ce qu'on va leur proposer. Donc à nous de bien travailler sur le produit à la base et de leur proposer vraiment une expérience de jeu, une immersion pendant un week-end. Et on est là pour s'éclater pendant un week-end. Et c'est ce qu'ils adorent, en fait, hein. Nos joueurs, ils adorent ça. Alors, c'est les plus addicts qui vont être sur les micro-aventures, mais on voit qu'à force d'en parler, en fait, on a de plus en plus de joueurs qui aujourd'hui, font les micro-aventures. Donc là, je vous ai mis, parce que j'avais envie de célébrer un peu tous ces partenaires qui nous ont suivis sur cette quête. Alors, il en manque un, puisqu'il y en a un qui est sorti mercredi. Oui, hier, du coup. Et je voulais parler, parce qu'on parle d'écomobilité, donc là, les Terra Aventuriers sont principalement en voiture, hein, il faut être assez clair. Donc pour les pousser à aller sur des mobilités plus douces, on a monté, c'était la première d'ailleurs, ici, là, donc, qui est ici, donc vous pouvez la tester, qui commence à Pau, et c'est une micro-aventure, donc Pau-Bedouce, et où on va prendre le train. Donc cette quête, elle a été vraiment complètement fabriquée pour être faite en train. Donc vous faites le parcours de Pau, ensuite vous prenez le train, et dans le train, il y a des fenêtres qui pop à chaque gare avec une énigme, et il va falloir répondre à cette énigme. Puis ensuite, on arrive à Oloron-Sainte-Marie, et on va faire le parcours d'Oloron. On va reprendre le train pour aller à Sarance, bien connu, tout le monde connaît ? Ouais, et super village. Et là, on va arriver dans ce village et on aura à peu près entre 2 et 3 heures pour faire le parcours. Tout dépend du train, s'il passe. Des fois, ça arrive. Et on reprend le train et là, on va à la quête bonus. Donc, l'idée, c'était aussi de pousser en fait, les joueurs à découvrir ce mode de transport parce qu'en fait, quand on l'a ouvert, on savait hein, les inquiétudes des joueurs sur le train. Et en fait, il y a plein de familles qui nous disent mais c'est génial parce que du coup, c'est du voyage dans le voyage. Et en fait, c'est vrai que ces mobilités-là, c'est vraiment génial parce que ça apporte comme ça une nouvelle touche au jeu, mais aussi à l'expérience joueur. Et il y a plein de gens en fait qui sont venus faire la micro-aventure qui n'avaient jamais pris le train de leur vie. Donc ça, c'est aussi chouette. Et le petit bonus que je peux vous livrer comme ça, qui n'a pas été encore trop communiqué, mais en 2024, on n'a pas les chiffres là, de 2025, mais en 2024, il y a eu 8% de billets en plus vendus sur la ligne Pau-Bedouce.
Donc, comme quoi ça fonctionne. Donc ça, c'est une belle victoire aussi pour nous. Et donc, parce que l'heure, j'ai pas trop su. On est bien ? Et donc, la micro-aventure en chiffres, je vous ai mis... C'est vraiment tout frais, je n'ai pas du tout parlé de ces résultats. C'est vraiment une première. J'ai fait une petite analyse globale des 6 micro-aventures qu'on avait sorties là, récemment. Donc, en gros, c'est des chiffres macro que je vais affiner là petit à petit parce qu'elles sont... j'ai un peu de travail à faire, mais globalement, c'est ce que ça donne. Ça donne 2/3 des joueurs qui déclarent avoir passé une nuit sur le territoire. Donc ça, c'est génial. Hein. Enfin, on a rempli notre mission quand on a réussi à faire ça. Hors habitants, parce qu'effectivement, il y a des habitants quand même qui jouent. Et 90% sont dans des hébergements marchands. Donc ça aussi, c'est intéressant pour nous. Et 90% des joueurs sont venus faire la micro-aventure et c'était vraiment le motif principal. Ça veut dire qu'on est venu exprès. Et un tiers vont pratiquer une autre activité. Je suis obligée de dire parce que c'est tout à fait frais en fait. Hein. Je n'ai pas encore intégré les chiffres. 60% sont des familles. Et 2/3 étaient déjà venus sur le territoire. Donc, ça veut dire qu'on refait un tour sur le territoire. Donc, on répète notre action. Donc, ça, c'est intéressant. Et 99% sont satisfaits de l'expérience. Et je vous assure, ce n'est pas des chiffres trafiqués. On pourrait croire que c'est 99%, c'est rare quand même d'avoir des chiffres comme ça. Mais là, on a vraiment ce niveau-là. Et en général, globalement, on pourrait avoir un chiffre par micro-aventure, mais globalement, il y a eu à peu près 10 000 joueurs à chaque fois sur les micro-aventures. Donc, c'est vrai que les chiffres sont intéressants. On arrive avec un produit comme ça, ludique, de maintenir les gens sur le territoire, de venir à proximité. On a pas mal d'habitants qui jouent aussi. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de redécouvrir en fait son territoire, de redécouvrir sous une autre manière un territoire de proximité. Et moi, j'ai pas mal de terre-aventuriers avec qui on discute qui disent en fait, on passe nos vacances en Nouvelle-Aquitaine, tout le temps, en fait. Et on reste là. Et parce qu'ils sont dans le jeu et qu'ils sont dans cette gamification, ils sont pris au jeu et ils vont continuer à vivre l'aventure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Terra Aventura. Et ces expériences de micro-aventure, on a plusieurs projets là en route. Et c'est toujours un plaisir pour nous de faire découvrir ce patrimoine un peu caché et à des habitants et des non-habitants et du coup qui restent un peu sur le territoire et qui restent sur la Nouvelle-Aquitaine pour le découvrir encore plus. Voilà. Merci. C'est passionnant. Moi, j'ai plein de questions du coup, mais peut-être que vous aussi. Tu nous parlais d'un nouveau parcours qui vient de sortir hier, qui inclut le train. Moi, c'était le premier, oui. C'était celui d'avant. Est-ce qu'il y a d'autres parcours qu'on peut démarrer d'une gare, d'un arrêt de bus pour justement avoir cette logique aussi un peu de mobilité douce où on n'a pas forcément à prendre la voiture? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer aussi? Alors, on a un filtre sur l'appli qui permet de voir à quelle distance on est d'une gare. Donc, si on veut des parcours à moins de 10 minutes, 20 minutes, etc. Donc, ça, je vous avoue que ce n'est pas hyper développé, mais on y fait gaffe. Et à chaque fois, chaque parcours, en fait, on a ce temps qui est fléché pour encourager. Et on réfléchit à aller un peu plus loin sur cette notion d'écomobilité pour proposer aux joueurs quelque chose de plus abouti, quoi. Après, c'est vrai qu'on est beaucoup en milieu rural. Donc, en milieu rural, on n'est pas toujours très très bien desservi par les transports en commun, hein, clairement. Donc, c'est notre principale difficulté, en fait. Hein. Oui, forcément. Est-ce que c'est une demande aussi de la communauté? Est-ce que, comme il y a ce côté communautaire et qu'ils se rencontrent, est-ce qu'il y a aussi du covoiturage, je ne sais pas, par exemple? Alors, covoiturage, oui. Sur certains parcours, quand on sort une Zamela, c'est des caches éphémères qui sortent sur 3 semaines. Là, on voit les joueurs qui s'organisent avec la communauté Facebook où ils ont des pages et moi, je vais là-bas. Est-ce que toi, tu y vas? On y va comment? Après, il ne faut pas se voiler la face sur les transports en commun et le train.
je le répète encore, mais en milieu rural, la voiture fait partie de notre vie. Je vis en milieu rural. Et clairement, c'est difficile. Donc non, il n'y a pas d'attente en fait des joueurs pour avoir ce type de service. Après, nous, en tant qu'institution, on a aussi ce devoir, je pense, d'être un peu militant sur ces enjeux-là. Et du coup, on n'a jamais, dans notre philosophie, on va développer des actions qui sont pas forcément en phase avec les attentes pures parce qu'ils n'ont pas d'attente particulière. Mais on va pousser des choses, par exemple, sur l'environnement ou des choses comme ça qui sont pas une attente. Mais nous, ça fait partie de notre ADN, quoi. C'est ça, c'est pas une obligation, mais vous poussez le fait que c'est possible, qu'il y a cette possibilité-là. Ok. Et pour les parcours, comment vous les... Désolée. J'avais soif, mais je crois que c'est... Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, dis-moi. Comment vous définissez les parcours? Comment vous les... Alors, sur les micro-aventures, c'est pareil. Alors, sur les parcours pédestres classiques, on fait un appel à candidature. Donc, les offices de tourisme remplissent un document, un dossier, nous l'envoient et à distance, le staff du CRT va choisir les parcours en fonction de certains critères. On a une charte qui correspond là pour le coup vraiment aux attentes du joueur et à nos attentes à nous. Donc ça correspond aussi à nos valeurs. Et si ça correspond, c'est validé. Et ensuite, on a une équipe qui va sur le terrain avec Proximite et on va sur le terrain, on fait le parcours. Et après, il y a une équipe de rédacteurs qui va écrire et scénariser le parcours. Pour la micro-aventure, on est vraiment sur un accompagnement beaucoup plus proche parce que c'est un gros morceau, hein, c'est vraiment un gros travail. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont travaillé avec nous sur ces sujets-là, mais du coup, il va y avoir une intention d'un office de tourisme ou d'un collectif d'offices de tourisme. Ensuite, on va l'accompagner sur ce projet. Il y a eu en Deux-Sèvres plutôt un dossier de candidature, mais on n'est pas trop dans ce mood-là. On est plutôt sur un mode d'accompagnement point par point pour que ça colle. Et qu'on fasse quelque chose de bien ensemble, quoi. Enfin, c'est vraiment l'idée d'accompagnement. Merci, tu peux boire. Tu peux. Oui, et ben, il y a un point aussi qui est hyper intéressant que je voulais relever parce qu'on en discutait tout à l'heure, c'est que quand je vous ai présenté le sujet, la micro-aventure, il y a ce côté aventure, il y a ce côté extérieur, il y a ce côté aussi un peu expérience. Mais tu me disais, Sophie, que tu avais pas mal de gens aussi, d'utilisateurs, qui finalement découvraient des musées qu'ils connaissaient pas du tout, qui étaient dans leur ville ou dans le territoire à côté, et qu'en fait, ça permet... Donc il y a ce côté aventure extérieure, mais ça permet aussi de découvrir des lieux qu'on n'imaginait pas du tout. Donc ça combine pas mal de choses finalement. Effectivement, là, on a une expérience avec le musée des Beaux-Arts. On en a eu plusieurs, mais la dernière, là, c'est le musée des Beaux-Arts à Limoges. Et c'était assez frappant parce que c'est un musée assez classique avec une collection égyptienne, avec une collection gallo-romaine, avec des tableaux de Monet. Je vous invite à venir, de Renoir, pardon, Suzanne Valadon, tout ça. Donc je vous invite vraiment à venir à Limoges, je fais un peu de promo quand même. Et en fait, cet été, on a ouvert un parcours exclusif. Il faut savoir que le musée, sa fréquentation, en fait, elle est plutôt de septembre à juin avec les scolaires. Et l'été, ils ont 4500 personnes en général. C'est pas la grosse saison pour eux. Donc, on a le tableau de Suzanne Valadon qui arrive au musée. On aimerait bien le mettre en valeur. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Donc, on a un parcours exclusif avec un badge exclusif. Et du coup, on a proposé un parcours sur les femmes dans la peinture. Et en fait, on a eu 15 000 joueurs qui sont venus. Donc, on est passé de 4 500 visiteurs à 19 000. Bon, je vous avoue que c'était un peu un choc pour l'équipe du musée. Je vois des yeux qui s'écarquillent dans la salle. Parce qu'ils ne s'attendaient pas non plus à ça. Alors, nous, on pressentait quand même un peu. Parce qu'on est à Limoges, cœur de la communauté. On avait déjà des expériences avec des châteaux. C'est vrai que c'est massif, quoi. Hein. Alors, si on a envie de faire
un parcours. Et surtout, ce qui était intéressant, et c'est ce que je te disais, c'est le musée, en fait, ils étaient super contents du flux, mais au-delà de ça, ils étaient super contents parce que c'était des gens. Enfin, il y a une partie de la communauté qui ne va pas en fait dans les musées parce qu'ils préfèrent l'outdoor et c'est plus facile. Et si vous avez vu la conférence d'hier où bah ouais, des enfants dans un musée, c'est pas super simple quoi. Donc on préfère les amener en balade Terra Aventura dehors, tranquille, à l'air pur. Et c'est vrai que le fait d'aller dans un musée, bah, c'était un peu étonnant. Et des joueurs nous ont confié que ce musée-là, alors, leurs enfants y étaient allés parce qu'évidemment, à l'école, on y va, on va au musée. Mais par contre, eux, ils n'avaient jamais mis les pieds dans ce musée. Et ils l'avaient adoré et qu'ils y reviendront. Mais en fait, il fallait ce premier pas. Et Terra a permis ça, en fait. Et ça, c'est vraiment chouette quand on peut arriver à créer ces synergies-là, en fait. Et du coup, ça permet un peu de... Alors, faut le prendre c'est en toute modestie, mais ça permet à des joueurs qui n'osent pas franchir cette porte d'y aller et du coup de s'épanouir aussi différemment. Donc, on peut avoir aussi cette mission-là, quoi. Ça, c'est super. Et puis, ce qui est très intéressant avec les deux structures, c'est qu'il y a un côté très complémentaire parce que Sophie, tu nous disais qu'il y avait plus de 60% de familles pour les micro-aventures, que c'était quand même principalement des familles. Et toi, Diane, c'est quoi le profil des utilisateurs de Komoot? Parce qu'on a un petit peu parlé, Ouais. et ça se complète bien en fait. Ouais, ça se complète pas mal. En fait, nous, quand on est arrivé en France, on a principalement... les premiers utilisateurs, les premiers adopteurs de Komoot, c'était vraiment les cyclistes chevronnés qui font du bikepacking pendant 10-15 jours à parcourir des 180 km par jour. Aujourd'hui, c'est plus ça, donc on est quand même sur une base beaucoup plus large, parce qu'en fait, le produit a quand même été fait pour qu'il soit facile d'utilisation. Et d'ailleurs, on vient de faire un nouveau design qui normalement qui aide encore plus à prendre la main sur Komoot tout au début quand on commence. Donc j'ai tendance à dire que voilà, on est sur une cible assez large aujourd'hui. Quand bien même les familles représentent un petit peu moins effectivement de notre base utilisateur que la tienne où c'est vraiment prépondérant. Nous, on est encore aussi pas mal sur des gens qui partent tout seuls ou en groupe, mais voilà, on pousse des contenus famille, mais voilà, ça reste un peu plus anecdotique que des personnes un peu plus chevronnées. Donc on arrive à avoir ce type de profil, des familles, aussi des seniors actifs, tu nous disais, avec Terra Aventura. Donc ça permet de toucher finalement un large public et d'arriver à faire connaître les micro-aventures et se dire, bah tiens, qu'on soit... jeune, qu'on soit en famille, qu'on soit retraité, on peut venir consommer de la micro-aventure et découvrir aussi son territoire d'une autre façon. Je vois l'heure, on est bien. Donc, on a mis juste quelques points, mais en fait, il y a plein de choses à retenir de la micro-aventure et on pourrait en parler encore beaucoup. Ce qu'on retient, c'est que c'est un super moyen de développer les marchés de proximité et ça n'empêche pas, encore une fois, comme je disais, de capter aussi une clientèle touristique, hein. Ça permet de la reconnexion, des rencontres aussi. Il y a toujours l'effet post-Covid où finalement on a envie de se reconnecter à l'autre, à la nature. Ça participe aux mobilités douces. Ça n'empêche pas de venir en voiture. On n'est pas là pour donner des leçons, mais on peut aussi pratiquer d'une autre façon. Et puis, ça permet de découvrir et de s'amuser. Voilà, moi j'aurais encore plein de questions, mais je vais vous laisser la parole. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des territoires qui utilisent par exemple ces applications? Quel est le retour que vous pouvez en faire? La parole est complètement libre. Je vais passer le micro. Bonjour, moi j'ai une question pour Komoot, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez parlé des utilisateurs, des cyclistes chevronnés. Souvent ces gens-là, alors j'ai bien compris que vous étiez connectés à leur Garmin, à leur iWatch, etc. Mais comment est-ce que vous faites pour ceux notamment qui ont besoin d'être dans leur écosystème Strava, par exemple, pour monitorer leur perf, etc. Est-ce que c'est connecté? Est-ce que c'est un sujet? Strava est nos concurrents, donc on n'est pas connecté à Strava. D'accord. Mais par contre, on a des utilisateurs qui ont et Komoot et Strava. Komoot, en toute transparence, est meilleur pour la planification que Strava. Strava est très bon dans le suivi de performance. Donc, tu veux courir un marathon, Strava est bien adapté. En revanche, tu as envie d'aller faire ton tour, effectivement, Komoot. Ok.
Merci beaucoup. Et j'ai une deuxième question en lien avec le contenu. Ce sont les utilisateurs qui postent des parcours. Vous en proposez également via des collaborations avec des destinations, c'est ce que vous avez dit? Ouais, en fait, c'est la fin de la question ou... Ah, c'est marrant, les questions, il n'y a jamais de fin. Non, c'était aussi de savoir en gros comment est-ce que c'était modéré ou comment est-ce Ouais. qu'il y avait une espèce de crédibilité qui était donnée à un parcours posté par. Ouais. Parce que comme le produit a une valeur chez vous, donc il y a un abonnement, donc comment est-ce que vous arrivez à garantir que l'expérience va être positive, quoi, en fait? Ouais, alors là-dessus, c'est un modèle freemium, donc on a toute une partie qui est gratuite, qui va de tout le contenu est visible par tous les utilisateurs à 0 €. La planification, pareil, ça commence à devenir payant au moment où les fonctionnalités de l'application sont un peu plus complexes. Typiquement, le suivi GPS, les suivis météo, etc. Mais il y avait quand même, pour être clair là-dessus, il y a vraiment une grosse partie de l'application qui est payante et gratuite, pardon. Et d'ailleurs, la plupart de nos utilisateurs sont sur la partie gratuite. Néanmoins, pour comment on modère le contenu, il y a différents funnels de récupération de data, en gros, et de manière dont on met en avant des parcours. Donc, il y a une partie où la communauté a validé un parcours et donc à partir d'un certain nombre d'utilisateurs qui ont validé un parcours, on va pouvoir le mettre en avant sur l'application. Si par exemple moi je mets un parcours qui est potentiellement dangereux et qui n'est pas validé par les autres, il ne sortira pas en fait. On a aussi des éditeurs qui travaillent pour nous. Donc on leur demande en fait du contenu. Par exemple, quand on arrive dans un nouveau marché ou s'il y a on se rend compte qu'une région n'est pas très bien couverte, on injecte du contenu d'éditeurs. Et enfin, effectivement, avec les destinations, pour des contenus dits plus officiels, où là, on va mettre le logo de la destination pour que l'utilisateur comprenne bien que ce n'est pas un contenu qui est généré par la communauté. Et donc voilà, c'est 3 manières de fonctionner, de récupérer des activités des GPX. Et là, tu parlais des parcours. Si tu mets un parcours, mais qu'il est jugé dangereux par d'autres, il faut une validation préalable, il faut qu'il soit testé un certain nombre de fois avant d'apparaître. Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? En fait, ce qui va se passer, c'est que, sans rentrer vraiment dans la technique, c'est qu'en fait, il y a des utilisateurs qui mettent des GPX en externe, donc ils les rajoutent dans l'application. Donc là, ils vont suivre leur parcours. On va avoir des gens qui vont tracer avec le planificateur d'itinéraire. Et en fait, on va faire des combinaisons et on va voir si les parcours qui sont aimés, qui ont été proposés par nous, et ceux où il y a eu des signalements, etc. Voilà, on va faire une méthode de compréhension pour savoir quels sont les parcours les plus safe et les plus aimés par la communauté. Ils vont ressortir en amont dans les premières positions de la recherche d'itinéraire. Et dans tous les cas, nous, c'est vraiment une appli communautaire. Donc après, si moi je suis sur un parcours et je me rends compte que là, parce que ça arrive les trous dans la raquette, hein. Il y a un parcours où il va falloir porter son vélo, voilà, alors que c'était signalé comme un parcours où il y a un chemin. Nos utilisateurs qui sont vraiment contributeurs, ils vont signaler et en fait on va rechanger sur OpenStreetMap d'où on prend notre donnée pour mieux qualifier le sentier. Donc en fait les utilisateurs sont aussi acteurs de l'amélioration des traces. D'ailleurs, il y a un compte Instagram, les Comoteries. La Comoterie. Ouais. Mais ils sont c'est plutôt. c'est quand même drôle. Ouais, ils sont. Voilà, on s'en amuse un peu. C'est vrai que parfois, voilà, on arrive à devoir traverser une rivière avec Komoot. Voilà, ça fait partie de l'aventure, n'est-ce pas? La Comoterie, si vous ne suivez pas, je vous invite. C'est drôle. On rigole bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des retours d'expérience, peut-être Allez. Du coup, ça sera plus un retour d'expérience. Donc, Julien de Visite Wallonia, donc comme le nom l'indique, de Belgique, peut-être l'accent aussi. Nous, en fait, on est positionné sur le thème de la micro-aventure depuis bientôt 10 ans, depuis 2016-17, quelque chose comme ça. Et on s'est positionné là-dessus parce que la destination est relativement nature. Et donc voilà, on promeut ça depuis. Chez nous en Belgique, c'est devenu vraiment quelque chose même de très à la mode. Le terme est même devenu un peu galvaudé. Parce qu'on met tout et n'importe quoi dedans. Nous, on est resté très roots, donc ça nous permet en fait de valoriser des territoires qui ont peu ou pas d'offres touristiques packagées. Et donc,
de valoriser ça. Et donc ces micro-aventures, on les valorise via nos sites internet, mais aussi, comme moi je travaille pour un peu l'équivalent d'un CRT chez vous, on a plutôt comme un atout France, on va dire, on a des bureaux à l'étranger, donc on fait déjà des campagnes avec Komoot sur le marché allemand parce que l'application est très utilisée là-bas et en fait ça marche très bien, on a des retours, ça permet de valoriser la destination sur des parcours qui sont qualifiés, qui sont ciblés également, puisque un marché n'est pas l'autre, et donc on va avoir le marché allemand est très friand justement d'itinérance cyclable. On va avoir sur d'autres marchés éventuellement, on va peut-être travailler avec d'autres applications. Les Pays-Bas aussi, on travaille ensemble. Comment ? Avec les Pays-Bas aussi. Ah ben voilà. Depuis l'année dernière. Avec sur le marché hollandais alors. Oui, exactement. Ah ben voilà, ok. Voilà, je savais pas. Donc voilà, et ça nous permet de valoriser aussi de nouvelles pratiques comme le packraft, comme le gravel et autres. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à développer. C'est tout ce qui est parcours sur l'eau qui nous, à la limite, dans nos besoins de cartographie, pourraient être intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres retours d'expérience ? Oui. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie Bellon, donc je représente l'agence d'attractivité Eureka. Et voilà, donc on a travaillé justement avec Komoot sur 4 itinéraires vélo. C'est vrai qu'on a un territoire en Normandie à 1 heure de Paris, donc on souhaite privilégier la micro-aventure. Et voilà, donc c'est vrai qu'avec Komoot, ça nous a permis de valoriser dans un premier temps 4 parcours vélo sur notre territoire. Donc voilà, on souhaite poursuivre avec Komoot. On aime bien les retours d'expérience comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas envisager un parcours Komoot, Terra Aventura, un parcours vélo où on va voir, on trouve des caches. Ça pourrait être bien, ça aussi. Parce que finalement, c'est très complémentaire finalement. Je sais pas comment on peut fusionner, tu vois, le truc, je sais pas exactement. Non, mais peut-être que l'engagement, tu vois, sur Terra Aventura, tu crées ton profil joueur. Du coup, tu as un profil que tu nourris aussi. On est dans une gamification hyper poussée. Du coup, si tu es obligé de jouer en fait sur l'application pour pouvoir obtenir tes gains. Et donc, je sais pas si c'est possible. Après, on peut toujours imaginer des choses. À mon avis, rien n'est fermé. Hein. Si je peux me permettre juste pour rebondir sur ça, dans l'Oise par exemple, vous avez travaillé avec Oise Tourisme sur un parcours Komoot qui cible donc des Parisiens sur du gravel, c'est ça ? Nous, il se trouve qu'on travaille aussi avec Oise et Anne Tourisme sur une opération similaire à Terra Aventura qui s'appelle Les Folles Aventures de Louison Pignon, qui est un univers aussi très gamifié, très storytellé. Et en fait, il y a des parcours à vélo, et c'est exclusivement à vélo dans l'Oise et dans l'Aisne, mais je pense que effectivement, ça adresse des cibles différentes. Et la question avec Strava, elle n'est pas anodine, c'est qu'on sait très bien que les gens qui font vraiment ça comme une pratique sportive, il est difficile de les sortir de leur appli de performance, parce que voilà, ils ont envie de monitorer toutes leurs sorties, etc. Et donc, c'était un des enjeux. Et en fait, sur la cible famille, c'est beaucoup moins le cas. Ils sont plus là pour animer une sortie avec enfants, et la performance, on s'en fout, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions, des retours sur la micro-aventure en général ou... Non ? Vous êtes fatigué ? De toute façon, c'est l'heure. Bon, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus, peut-être de vous conforter dans certaines idées, de repartir avec des idées. Et puis, merci à tous d'être là et merci Diane et Sophie d'avoir participé à cet atelier. Et bon retour.